Je voudrais demander à Claude Grivel aussi en une phrase, un tout petit peu expliquer pourquoi vous faites cette proposition. Voilà. Je demanderai ensuite à Thibault Renard. Alors, c'est un exercice compliqué. J'avais réfléchi à une dizaine de propositions, donc je vais essayer de résumer sur une. Je dirais, hier, c'était le 18 juin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu l'appel des territoires zéro chômeur pour généraliser la loi sur l'expérimentation de ce travail. Ça, je pense que ça crée du mouvement, ça crée du changement dans les territoires. Ça, c'est une très formidable initiative qu'il faut soutenir, et donc il faut la généraliser. Je dirais, aujourd'hui, on est le 19 juin, donc je ferai un nouvel appel. Je ferai un appel à ce qu'on transforme un certain nombre d'institutions, le Sénat, le Conseil économique et social, etc., les conseils de développement, pourquoi pas, excuse-moi Yves, mais en Conseil national de la résilience et en conseils locaux de la résilience, au même titre qu'on avait, après-guerre, réuni le Conseil national de la résistance et qui a donné la plupart des grandes réformes de ce pays. Donc je proposerais qu'on fasse cela pour que qu'il y ait une plus grande représentation des territoires et des acteurs locaux, et qu'en fait on mette autour de la table l'ensemble des acteurs, y compris les fonctionnaires de l'État qui m'entourent et les autres, pour réfléchir avec les acteurs des territoires à la manière de flécher mieux les financements publics en s'ouvrant tous les possibles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de budget régalien auquel on ne touche plus. Ça veut dire qu'on a un droit de regard sur l'ensemble du budget public, et on essaye de flécher les priorités pour que dans les territoires, dans le rapport entre les territoires, le national, l'Europe, etc., on arrive à fixer des objectifs communs liés à la transition écologique et à la transition démocratique et à la lutte contre les inégalités. Si on arrivait à mettre en place ce grand débat national pour la mise en place d'un Conseil national de la résilience et d'un Conseil local de la résilience, je pense qu'on aurait œuvré pour le bien public. Voilà une proposition intéressante pour un 19 juin. Je passe la parole à Thibault Renard. En une phrase, une proposition et un peu argumentée. Bon, une phrase, deux arguments. Première chose, c'est pas un millefeuille qu'on a dans notre pays, c'est une matrice. C'est-à-dire que oui, on a toutes nos institutions, mais il y a les établissements publics. Ils font ça aussi. Et ils se chevauchent et ils sont en concurrence. Et l'État n'a jamais eu de vision globale de ces établissements publics, il les traite au cas par cas. Donc première proposition, il est temps que l'État se dote d'une vision globale de ce qu'il entend faire de ces établissements publics. Pour l'instant, il ne le sait pas. Il le sait selon les cas auxquels il est confronté. Je sais, c'est transgressif, mais c'est comme ça. Deuxième chose, c'est une question, il faut peut-être arrêter l'injonction à l'anticipation. On n'arrête pas vers les entreprises, vers les gens, de leur dire il faut anticiper, parce que la disruption, parce que la transition, parce que le monde est incertain, parce que le risque. Je me pose vraiment la question si cette injonction à l'anticipation n'est pas contre-productive si on veut faire une vraie construction du futur au sens prospectiviste du terme. Voilà. Donc peut-être faudrait-il renoncer au discours sur l'anticipation. Voilà. Vous faites tous dans la provocation et c'est très bien. Annabelle Boutet, vous pouvez continuer. Voilà. Je vais continuer parce que moi je ne crois pas qu'il faut de réforme institutionnelle, puisque quand on écoute les collectivités, c'est surtout arrêter les réformes institutionnelles. Donc stabilité. Donc stabilité, enfin, j'espère, même si le Premier ministre a annoncé qu'il y aurait une prochaine loi sur le rôle des maires et second acte de la décentralisation. Non, en fait, moi, même s'il y a des réformes... D'ailleurs, ça me permet de vous dire, j'ai oublié une fabrique prospective qui est... C'est marrant parce qu'on a parlé du Grand Reims et en fait on a eu une fabrique prospective sur les communautés XXL, vous savez, les très grosses intercos qui font plus de 100 communes, où il y avait le Grand Reims, le Pays Basque, Cherbourg et Béthune-Bruay. Et ça reboucle en fait ces intercommunalités-là, elles créent un effet de loupe sur des problématiques propres à plein d'intercos, mais effectivement ça repose la question de la place du maire dans les grandes intercos et de la relation entre le citoyen et le maire et comment on s'y retrouve. Et juste ça va bientôt sortir, donc si ça vous intéresse, vous pourrez lire, mais là on a vraiment travaillé avec des élus, les élus des 4 territoires,
Et en fait, au bout d'un moment, et j'ai trouvé ça assez intéressant comme déclic, c'est qu'ils sont sortis de l'idée il faut faire exister notre intercommunalité. On a créé notre intercommunalité. Alors, le Grand Reims doit bien en avoir une qui s'appelle je ne sais quoi métropole, qui s'appelle tous métropole. Non, enfin bon, peu importe. En fait, ils se sont dit on arrivera à crédibiliser cette institution si on rend un bon service aux citoyens. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est des élus qui se disent on arrête, on a notre mandat, puis on veut exister à travers notre mandat. On existera si on rend une qualité de service. Et ça, comme changement en fait culturel, je trouve ça vraiment intéressant. Et en fait, dans ces grands territoires-là, la question de délivrer une qualité de service, elle est très compliquée puisque c'est des territoires avec un cœur très urbain, mais très vite on est dans le rural en fait. Enfin, quand vous sortez de Reims, voilà, très vite quand même. Du coup, c'est un peu ça. Et du coup, ça pose la question de la différenciation. On ne peut pas assurer le même service de récupération des déchets sur l'ensemble du territoire du Grand Reims, par exemple. Et ça aussi, je pense que ça, c'est compliqué en fait vis-à-vis des citoyens d'accepter. Et là, je parle pour l'État, les collectivités, d'accepter qu'on ne peut pas faire tout de la même façon partout. Ça, moi, je pense que c'est vraiment... on a fait croire à tout le monde, en fait, que on pouvait avoir des zones d'activité partout, des centres des congrès partout. C'est pas possible. Enfin, en termes d'argent public, c'est pas possible. Voilà. Enfin bon, c'était une parenthèse. Excusez-moi. Donc, je crois pas aux réformes... Enfin, je pense pas que on s'en sortira par une réforme institutionnelle. Moi, je crois beaucoup plus dans changer les façons de faire. Et là, je parle pour l'État notamment, mais pas que ça. Vu notre champ de responsabilité, tous ceux qui produisent de la connaissance, la prospective, c'est de la production de connaissances, il faut aussi sortir de sa sphère de confort. Et il faut aller, faut faire un effort en fait pour traduire ce qu'on produit pour que ce soit accessible. Faut arrêter en fait que la prospective ce soit accessible que par ceux qui sont dedans, que toutes les productions de connaissances sur les territoires soient réservées aux scientifiques, aux chercheurs, etc. Et du coup, c'est vraiment l'ingénierie, faire en sorte que tout ce qu'on produit et qui peut aider les gens à se projeter, à faire des choses ensemble, à se rapprocher, voilà, qu'on fasse l'effort de rendre ça accessible et partagé. Merci beaucoup. Alvar, tu as l'immense privilège de conclure en une phrase, une proposition d'argumenter. Donc il y aura un message, si je puis dire, et une hypothèse. En fait, on a parlé du Conseil national de la résilience. En fait, c'est comme ça, je reboucle. Bon, alors ça fait penser peut-être au Conseil national de la résistance, dont nous sommes nés. C'est ce qu'il a dit. Oui. Bon, et finalement, en prenant un peu les premières lettres, en fait, moi je voudrais parler aussi de réseau. En fait, j'avais prévu de dire que finalement l'avenir, c'était de donner les moyens à toutes les institutions et à l'intérieur des institutions de travailler plus en réseau. Et ceci, ça demande aussi peut-être des changements d'attitude. Enfin, je pense que vous l'avez en tête. Et maintenant, ça se trouve immergé aussi dans la possibilité, c'est le côté positif, j'allais dire, de la révolution numérique. Donc là, je pense que ça serait un bon cap. Alors, l'hypothèse que je fais, je le présente sous forme d'hypothèse, parce qu'autrement, tel que c'est formulé, ça dirait exactement le contraire de ce qu'a dit la personne avant moi, donc pas du tout. C'est que, en fait, il faut s'habituer à considérer que les transformations sont permanentes. Alors, c'est pas la révolution permanente au sens des maoïstes, parce qu'il y a très longtemps, où c'était extrêmement disruptif, mais que finalement, les structures, les institutions vont continuer à évoluer. Enfin, on a quitté, je crois, des zones de stabilité. Enfin, disons que ceci ne doit pas être, comme on dit, un prétexte pour remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Voilà, merci. Merci, Alvar. Yves, vous avez droit à une phrase quand même. Là.
une proposition. J'étais beaucoup plus court, effectivement. Surtout, je n'ai pas fait de proposition concrète, donc du coup, je me rattrape. Donc, si je devais faire une proposition concrète pour aller dans le sens de ce que j'ai dit, ça serait de créer localement un véritable écosystème de la participation citoyenne, de la réflexion de la participation de la société civile et de la participation citoyenne entre les conseils de développement, les conseils de quartier, les différentes instances qu'ils ont créées donc à différents niveaux, les centres sociaux, les associations, etc., et les entreprises qui véritablement travaillent ensemble pour tout ce travail d'évolution un petit peu sociétale, de responsabilisation de chacun sur les grands enjeux. Merci beaucoup. Bravo.